Sans famille, chapitre 13, Enfant trouvé. Le temps avait passé vite pendant ce voyage et le moment approchait où mon maître allait sortir de prison. C'était à la fois pour moi une cause de joie et de trouble. À mesure que nous nous éloignions de Toulouse, cette pensée m'avait de plus en plus vivement tourmentée. Un jour, enfin, je me décidai à en faire part à Madame Milligan, en lui demandant combien elle croyait qu'il me faudrait de temps pour retourner à Toulouse, car je voulais me trouver devant la porte de la prison, juste au moment où mon maître la franchirait. En entendant parler de départ, Arthur poussa Léo cri. « Je ne veux pas que Rémi parte !» s'écria-t-il. Je répondis que je n'étais pas libre de ma personne, que j'appartenais à mon maître, à qui mes parents m'avaient loué, et que je devais reprendre mon service auprès de lui le jour où il aurait besoin de moi. Je parlais de mes parents, sans dire qu'ils n'étaient pas réellement mes pères et mères, car il aurait fallu avouer en même temps que je n'étais qu'un enfant trouvé. « Maman, il faut retenir Rémi !» continua Arthur, qui en dehors du travail était le maître de sa mère et faisait d'elle tout ce qu'il voulait. « Je serais très heureuse de garder Rémi, » répondit Madame Milligan. « Vous l'avez pris en amitié, et moi-même j'ai pour lui beaucoup d'affection. Mais pour le retenir près de nous, il faut la réunion de deux conditions dont ni vous ni moi ne pouvons décider. La première, c'est que Rémi veuille rester avec nous. »« Oh, Rémi voudra bien, » interrompit Arthur. « N'est-ce pas, Rémi, que vous ne voulez pas retourner à Toulouse ?»« La seconde, » continua Madame Milligan, sans attendre ma réponse, « c'est que son maître consente à renoncer aux droits qu'il a sur lui. »« Rémi d'abord, » interrompit Arthur, poursuivant son idée. « Avant de répondre, » continua Madame Milligan, « Rémi doit réfléchir que ce n'est pas seulement une vie de plaisir et de promenade que je lui propose, mais encore une vie de travail. Il faudra étudier, prendre de la peine, rester penché sur les livres, suivre Arthur dans ses études. Il faut mettre cela en balance avec la liberté des grands chemins. »« Oh, il n'y a pas de balance, dis-je, et je vous assure, madame, que je sens tout le prix de votre proposition. »« Là, voyez-vous, maman !» s'écria Arthur. « Rémi veut bien. » Maintenant, poursuivit Madame Milligan, il nous reste à obtenir le consentement de son maître. Pour cela, je vais lui écrire de venir nous trouver à Sète, car nous ne pouvons pas retourner à Toulouse. Je lui enverrai ses frais de voyage, et après lui avoir fait comprendre les raisons qui nous empêchent de prendre le chemin de fer, j'espère qu'il voudra bien se rendre à mon invitation. S'il accepte mes propositions, il ne me restera plus qu'à m'entendre avec les parents de Rémi, car eux aussi doivent être consultés. Consulter mes parents. Mais sûrement ils diraient ce que je voulais qu'il restât caché. La vérité éclaterait, enfant trouvé. Alors ce serait Arthur, ce serait peut-être Madame Milligan qui ne voudrait pas de moi. Je restais atterrée. Et tel était mon effroi de cette vérité que je croyais si horrible, que j'en vins à souhaiter ardemment que Vitalis n'acceptât pas la proposition de Madame Milligan. Sans doute, il faudrait m'éloigner d'Arthur et de sa mère, renoncer à les voir jamais peut-être, mais au moins, il ne garderait pas de moi un mauvais souvenir. 3 jours après avoir écrit à mon maître, Madame Milligan reçut une réponse. En quelques lignes, Vitalis disait qu'il aurait l'honneur de se rendre à l'invitation de Madame Milligan et qu'il arriverait à Sète le samedi suivant par le train de 2 heures. Je demandai à Madame Milligan la permission d'aller à la gare, et prenant les chiens ainsi que Joli Cœur avec moi, nous attendîmes l'arrivée de notre maître. Ce furent les chiens qui m'avertirent que le train était arrivé et qu'ils avaient flairé notre maître. Tout d'un coup, je me sentis entraînée en avant, et comme je n'étais pas sur mes gardes, les chiens m'échappèrent. Ils couraient en aboyant joyeusement, et presque aussitôt je les vis sauter autour de Vitalis, qui dans son costume habituel venait d'apparaître. Plus prompte, bien que moins souple que ses camarades, Capi s'était élancé dans les bras de son maître, tandis que Zerbino et Dolce se cramponnaient à ses jambes. Je m'avançai à mon tour, et Vitalis, posant Capi à terre,
me serra dans ses bras. Pour la première fois, il m'embrassa en me répétant à plusieurs reprises « Buondì, povero caro ». Mon maître n'avait jamais été dur pour moi, mais n'avait jamais non plus été caressant, et je n'étais pas habituée à ces témoignages d'effusion. Cela m'attendrit et me vit venir les larmes aux yeux, car j'étais dans des dispositions où le cœur se serre et s'ouvre vite. Je le regardais, et je trouvais qu'il avait bien vieilli en prison. Sa taille s'était voûtée, son visage avait pâli, ses lèvres s'étaient décolorées. « Eh bien, tu me trouves changé, n'est-ce pas, mon garçon ?» me dit-il. « La prison est un mauvais séjour, et l'ennui une mauvaise maladie, mais cela va aller mieux maintenant. » Puis, changeant de sujet, « Et cette dame qui m'a écrit, dit-il, comment l'as-tu connue ?» Alors je lui racontais comment j'avais rencontré le cygne et comment depuis ce moment j'avais vécu auprès de madame Milligan et de son fils, ce que nous avions vu, ce que nous avions fait. « Et cette dame m'attend ?» dit-il, quand nous entrâmes à l'hôtel. « Oui, je vais vous conduire à son appartement. »« C'est inutile, donne-moi le numéro et reste ici à m'attendre avec les chiens et Joli Cœur. » Pourquoi n'avait-il pas voulu que j'assistasse à son entretien avec madame Milligan? Ce fut ce que je me demandais, tournant cette question dans tous les sens. Je ne lui avais pas encore trouvé de réponse lorsque je le vis revenir. « Va faire tes adieux à cette dame, » me dit-il. « Je t'attends ici. Nous partons dans 10 minutes. » « Vous avez donc dit, demandai-je. J'ai dit que tu m'étais utile et que je t'étais moi-même utile. Par conséquent, que je n'étais pas disposée à céder les droits que j'avais sur toi. Marche et reviens. » Cela me rendit un peu de courage, car j'étais si complètement sous l'influence de mon idée fixe d'enfant trouvé que je m'étais imaginé que s'il fallait partir avant 10 minutes, c'était parce que mon maître avait dit ce qu'il savait de ma naissance. En entrant dans l'appartement de madame Milligan, je trouvai Arthur en larmes et sa mère penchée sur lui pour le consoler. « J'ai demandé à votre maître de vous garder près de nous, » me dit-elle d'une voix qui me fit monter les larmes aux yeux, « mais il ne veut pas y consentir, et rien n'a pu le décider. »« C'est un méchant homme !» s'écria Arthur. « Non, ce n'est point un méchant homme, » poursuivit madame Milligan. « Vous lui êtes utile, et de plus je crois qu'il a pour vous une véritable affection. D'ailleurs, ses paroles sont celles d'un honnête homme et de quelqu'un au-dessus de sa condition. Voilà ce qu'il m'a répondu pour expliquer son refus. J'aime cet enfant, il m'aime, le rude apprentissage de la vie que je lui ai fait faire près de moi lui sera plus utile que l'état de domesticité déguisé dans lequel vous le feriez vivre malgré vous. Vous lui donneriez de l'instruction, de l'éducation, c'est vrai. Vous formeriez son esprit, c'est vrai, mais non son caractère. Il ne peut pas être votre fils. Il sera le mien. Cela vaudra mieux que d'être le jouet de votre enfant malade, si aimable que paraisse être cet enfant. Moi aussi je l'instruirai. Je ne veux pas que Rémi parte. Il faut cependant qu'il suive son maître, mais j'espère que ce ne sera pas pour longtemps. Nous écrirons à ses parents et je m'entendrai avec eux. Oh non, m'écriai-je. Comment non? Oh non, je vous en prie. Il n'y a cependant que ce moyen, mon enfant. Je vous en prie, n'est-ce pas? Il est à peu près certain que si madame Milligan n'avait pas parlé de mes parents,
j'aurais donné à nos adieux beaucoup plus que les 10 minutes qui m'avaient été accordées par mon maître. « C'est à Chavanon, n'est-ce pas ?» continua madame Milligan. Alors je me relevai vivement et courant à la porte, « Arthur, je vous aimerai toujours, dis-je d'une voix entrecoupée par les sanglots. Et vous, madame, je ne vous oublierai jamais. »« Rémi, Rémi !» cria Arthur. Mais je n'en entendis pas davantage. J'étais sorti et j'avais refermé la porte. 1 minute après, j'étais auprès de mon maître. « En route, me dit-il. » Et nous sortîmes de Sète par la route de Frontignan. Ce fut ainsi que je quittai mon premier ami et me trouvai lancé de nouveau dans les aventures qui m'auraient été épargnées si, ne m'exagérant pas les conséquences d'un odieux préjugé, je ne m'étais pas laissé affoler par une sotte crainte.